Nouveau point d'information de cette journée. Bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite le sommaire de ce journal. Des logements sociaux remplacent les quartiers précaires. Le projet Live2 a été lancé ce jour par le ministère de la Ville. C'est le résultat de la coopération ivoiro-française. Les familles défavorisées auront un logement qui leur permettra de pratiquer une activité commerciale. Les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié sont à 40% d'objectif. Le chantier aura eu quelques mois de retard du fait de la Covid-19. Le chef du projet a été interrogé par nos équipes. Et puis cette voie Ferké-Kong, inaugurée en octobre dernier, elle fait depuis la fierté des populations environnantes et se présente comme un moteur de développement de cette région du Nord. 3 mois après son ouverture, quels bénéfices en tire cette localité? La réponse dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le plan d'urbanisation du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur est en pleine exécution. Il prend en compte toutes les couches sociales de la population. Et pour les populations les plus défavorisées, il est prévu la construction de logements sociaux permettant l'autonomisation de ces familles. Pour cela, le projet Live2 a été lancé ce jour par le ministère de la Ville. Il résulte de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le point de Mamadou Kouassi. La restructuration des 35 quartiers précaires du district d'Abidjan, avec ses 1,5 million d'habitants, bientôt une réalité. Une opération immobilière verra le jour grâce au concours du ministère de la Ville et celui de la construction, de l'urbanisme et du logement. Dénommé Live2, ce projet consiste en une innovation majeure appelée la pièce de plus, ayant pour vocation de générer une activité commerciale intégrée à l'habitat. Tout un projet de logement abordable et durable. C'est comment déjà arriver à des prix qui sont abordables. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'engage. Et donc il faut tenir nos objectifs avec le faire travailler avec un maximum d'entreprises ivoiriennes issues du terrain. Un objet, on résout 2 problématiques, qui est le bien d'habiter chez soi et puis le travail. Et donc sur cette terre d'entrepreneurs de Côte d'Ivoire, on espère déjà faire des tests et ensuite le démultiplier ensuite. Et nous souhaitons venir développer des quartiers résilients qui sont utiles pour les habitants. Au lancement de ce projet dans la commune de Trècheville, les différents intervenants ont indiqué que ces logements sociaux participent à la construction des villes durables en Côte d'Ivoire. Fruit de la coopération franco-ivoirienne, Live2 vient répondre ainsi aux besoins de la politique de la ville ivoirienne, mais aussi de la politique des logements sociaux. Il s'agit d'un modèle d'habitat décent et abordable, tourné vers l'autonomisation du père ou de la mère de famille à travers un aménagement qui lie habitation et travail. Il vient apporter un élan nouveau à la politique du gouvernement en matière de promotion de villes ivoiriennes inclusives et durables. Le ministre de la Ville, François Albert Amicha, a signifié que ce projet va toucher toutes les villes de l'intérieur du pays. La réalisation de ce projet vient entamer la mise en œuvre de la politique de la ville ivoirienne, émise depuis février 2020. Ce projet, Live2, est financé par le Trésor français à travers le fonds d'appui au secteur privé. Intéressons-nous au foncier rural. Le ministre Vagando s'imprègne des procédures de sécurisation. Il a pour cela effectué une visite à l'agence foncière rurale à Fort. Il est allé s'imprégner des activités de cette institution sur le terrain, des activités qui se résument en la délimitation des territoires villageois ainsi qu'en la prévention des conflits entre les différents acteurs de la chaîne foncière. À ces missions, on peut ajouter la mise en place d'un mécanisme fiable pour la délivrance de titres de propriété aux détenteur des droits fonciers. Satisfait du travail réalisé par la FOR, le ministre Vagando Diomandé s'est engagé à appuyer l'agence et à accélérer toute procédure de signature des différents documents administratifs sur sa table. La région du Sud Comoé est en plein essor. Les indices de développement notés dans cette région comptent plusieurs infrastructures socio-économiques, un plus grand nombre de centres de santé et de structures scolaires. Plus de 350 milliards de francs CFA auront été investis pour le développement de cette région. Le bilan du conseil régional est rapporté par Mamadou Kouassi. Depuis quelques années, la région du Sud Comoé connaît une floraison d'infrastructures socio-économiques de base, fruit de la politique de développement du président Alassane Ouattara pour cette région. Ce qui amène le président du Sud Comoé, Eugène Akaolé, à qualifier de la renaissance de la région. En 9 ans, ce sont plus de 350 milliards de francs CFA qui ont été investis dans cette région. Les secteurs qui sont particulièrement concernés, c'est l'école, c'est la santé, mais c'est aussi
la sécurité et même l'entretien routier. Le collège moderne d'Aïko-Kofi-Kuro, ce n'est plus un collège moderne, c'est un lycée depuis bien longtemps. Ce n'est qu'un village, c'est même pas un chef-lieu de sous-préfecture, mais il y a presque 3000 élèves dans cet établissement. Mais pour le département, quand nous arrivions, il n'y avait que 2 lycées. Le lycée moderne ici et puis le lycée d'Ayamé. Aujourd'hui, nous sommes à 8 lycées. La santé ne reste pas en marge de ces initiatives. Adjeke aura bientôt son bloc gynéco-obstétrique pour au moins 1 milliard, le cas de 300 millions de francs CFA. Tiapoum aura bientôt son bloc gynéco-obstétrique pour au moins 1 milliard 300 millions de francs CFA. Ayamé aura son bloc gynéco-obstétrique. Maféré aura son bloc gynéco-obstétrique. Bianois également aura son bloc Éboumois. Tout ça, c'est validé, le budget est prêt, les travaux vont commencer. À l'heure du bilan de l'année 2020, pour le compte du Conseil régional du Sud-Komoué, et Jeune Akaole se dit satisfait et reconnaissant au chef de l'État, Alassane Ouattara. Vraiment, je demande pardon. Soyons habités par la reconnaissance au bienfait. Alassane Ouattara aime par ses réalisations la région. Si le taux de réalisation des infrastructures éducatives et sanitaires est satisfaisant, le Conseil régional du Sud-Komoué compte mettre l'accent sur les routes et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous parlons toujours de développement. Dans le département d'Oumé, la commune de Diégonifla aura bientôt son tout premier commissariat de police. Le coût des travaux de cette infrastructure s'élève à 52 millions de francs CFA. Le reportage de Sephora Zegui. Diégonifla, ville cosmopolite située à 15 km d'Oumé et à 40 km de Gagnoa, chef-lieu de la région du Gor, se prépare à ouvrir son tout premier commissariat de police sur le site de l'ancien marché de la ville. 52 millions de francs CFA seront investis par la municipalité dans ce projet qui représente le tiers de son budget. Diégonifla, c'est une zone cacaoyère et c'est une zone très dynamique sur le plan économique. Donc nous avons ici, nous connaissons beaucoup d'insécurité. Le braquage, tout ça. Donc, il était opportun que nous construisions un commissariat. C'est une demande forte de la population. 2020 est derrière nous. 2021 ouvre de nouveaux horizons. Et nous sommes à pied d'œuvre pour leur apporter ce qu'ils nous ont demandé, c'est-à-dire la sécurité, le bonheur pour Diégonifla. L'opportunité de la construction de cet édifice se justifie par le niveau très élevé d'insécurité dans la ville, ce qui ne permettait pas à la seule brigade de gendarmerie d'être réellement efficace sur le terrain. Pour les opérateurs économiques, notamment ceux exerçant dans la cacaoculture, c'est un véritable soulagement. On a trop de problèmes à Diégonifla ici par rapport à la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Pour quitter ici, c'est tout un problème. Pour quitter ici, Gaïmois, c'est tout un problème. Dieu merci, c'est la commissariat. Franchement, Dieu merci, on salue bien l'arrivée du commissariat. Le commissariat de Diégonifla sera un bâtiment immense de plus de 15 pièces, financé sur fonds propres par la commune. La mairie de Diégonifla n'est pas sa première initiative. En 2019, elle a fait construire un pont pour relier la gare routière au quartier de Dioulabougou et un autre pour relier le quartier résidence à celui de Dioulabougou. Érigée en commune de plein exercice en 1995, Diégonifla est peuplée d'environ 54 000 habitants. Les infrastructures dans les régions tracent le chemin du développement. Dans le nord du pays, on fait le point des acquis de l'axe Ferkessé-Dougou-Kong. Le 10 octobre dernier, on se souvient, ce tronçon était inauguré par le président de la République et depuis ces 3 mois, quels bénéfices en ont tiré les populations? Pour confidence, il se dit là-bas que le bitume aurait fait renaître l'espoir de la modernisation. Kader Sogodogo est allé vérifier cela, son reportage. Nous sommes le 10 octobre 2020. Le président de la République, à travers cette coupure de ruban, inaugure officiellement l'axe Ferkessé-Dougou-Kong, 136 km de bitume neuf pour lesquels 83 milliards de francs CFA ont été mobilisés. C'est une route qui a créé des emplois. C'est une route également qui permet la fluidité du trafic. C'est une route qui permet de réduire les accidents, puisqu'elle est praticable en toute saison. Dans la ville historique Kong, c'est l'opportunité attendue pour donner un coup d'accélérateur au développement.
Kong est aujourd'hui totalement désenclavé. Aujourd'hui, venir à Kong est tellement facile qu'on circule de Kong à Ferké allègrement pour développer des activités économiques et sociales. Mais c'est aussi un pont entre les peuples. À l'inauguration de cette route, les transporteurs avaient pris un engagement, celui de faire fonctionner le transport avec des véhicules neufs. Vous voyez derrière moi les cars climatisés, les cars neufs climatisés qui assurent désormais la ligne Ferké-Kong en toute sérénité avec des cars climatisés. 3 mois après, l'engagement est respecté. Des cars neufs sillonnent le tronçon. Depuis il y a le goudron, on circule dessus, on est content, on a créé la ligne. Passagers et autres véhicules de transport personnel se réjouissent du bitumage de la route Ferké-Sédougou-Kong. Depuis qu'il y a le goudron, voilà, la ligne est vraiment praticable. On me le disait, mais aujourd'hui, moi-même, je suis sur la voie et je pense que c'est vraiment génial. C'est tout un trésor parce qu'on a peiné pour être lié à notre chef-lieu de région. Si cela est fait aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir. Kosomina, lui, a le bitume qui traverse son village Kroukrousso. Il a ouvert un commerce et en profite pleinement. Aux affaires, la Rousse, moi, je suis, en tout cas, quand moi je fais quelque chose, ça va marcher, mais j'ai commencé pour faire quelque chose, maintenant ça marche, mais moi, j'ai vu, ça va. Il n'est pas le seul dans le village. La jeunesse salue le bitumage de l'axe. Pour partir directement à Abidjan, on n'a plus besoin de se rendre à Ferké. Le cas qui quitte à Kong, lorsqu'il vient ici, les passagers sont déjà connus, les marchandises aujourd'hui. Pourtant, avant, ils étaient obligés d'évacuer ça vers Ferké. L'évacuation des productions agricoles est désormais aisée. Le coton et l'anacade en première ligne. La route précède le développement, une réalité certaine dans l'ensemble du pays. Vous savez, pour qu'un pays puisse se développer et aller à l'émergence, il faut que les biens et les personnes circulent. Le président a compris cette maxime, il a mis la Côte d'Ivoire en chantier, il a développé les infrastructures, mais il n'a pas oublié chez lui. Ce n'est pas que Kong. On constate dans toute la Côte d'Ivoire entière une véritable transformation sur tous les plans, au plan des infrastructures. Et nous sommes fiers de notre pays, qui n'a rien à envier aux grands pays de ce monde. Les touristes et autres mordus de voyage pourront désormais venir découvrir Kong et sa mosquée historique classée au patrimoine de l'UNESCO ou encore le Kroupi, une danse de réjouissance pour accompagner le mois de jeûne musulman. En tout cas, la route est ouverte. Elle est belle et praticable en toute saison. Et dans la capitale économique, à Abidjan, une autre voie est en plein travaux d'aménagement. Il s'agit de l'Indénié. Cet ouvrage lancé en septembre 2019 a pour objectif de fluidifier le trafic routier. Pour ce qui est de l'état d'avancement des travaux, le chantier est réalisé à 40% selon un point du chef de projet de l'aménagement de la baie de Cocody, Serge Coléa. Plus d'1 an après le lancement, en septembre 2019, les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié ont atteint un niveau d'achèvement d'environ 40%. Initialement prévu pour une durée de 22 mois, le chantier a connu quelques mois de perturbations du fait de la Covid-19, selon Hilaire Dofou, chef du projet d'aménagement de la baie de Cocody. Après ces moments de perturbation, il est question pour les 200 ouvriers de se remettre à la tâche de façon active. On a noté un retard d'environ 4 mois sur les travaux, dû essentiellement aux effets de la pandémie de la Covid-19. Nous avons pris les dispositions pour résorber ce retard de 4 mois. Et en principe, si tout se passe comme prévu, on devait pouvoir achever les travaux d'ici la fin de l'année. Pour être plus efficace, une campagne est initiée pour renforcer les mesures de prévention, de dépistage et informer les travailleurs sur les problématiques du VIH-Sida, du tétanos, de la fièvre jaune et surtout de la pandémie de la Covid-19. Il s'agit de prendre toutes les dispositions pour éviter que l'avancement des travaux ne soit impacté par la Covid et d'autres maladies opportunistes. Ce type de sensibilisation sur les risques de maladies se tient régulièrement sur le chantier du projet d'aménagement de la baie de Cocody. L'aménagement du carrefour de l'Indénié va permettre d'améliorer la fluidité routière et éviter les inondations
tout en sécurisant les infrastructures. Et voilà, la sensibilisation sur la Covid-19 s'accentue. De nouveaux cas sont enregistrés chaque jour. Voyons à ce propos le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Ce lundi 11 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre 144 nouveaux cas de Covid-19 sur 1496 échantillons prélevés, soit un taux de 9,6% de cas positifs. 98 nouvelles guérisons sont également observées et aucun cas de décès n'est enregistré. À ce jour, on compte en Côte d'Ivoire 23 894 cas confirmés, dont 22 668 personnes guéries, 139 décès et 1087 cas actifs. La courbe des cas est encore en pleine croissance. Il faut donc davantage respecter les mesures barrières. Et il y a un livre sur cette pandémie, Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils. L'auteur Joël Nguessan s'interroge sur ce petit soldat invisible du monde qui aura mis en cause les plus grandes certitudes scientifiques. Didier Nguessan était à la dédicace de l'œuvre, son témoignage. Laisser à la postérité un cliché de l'impact de la COVID-19 sur le monde. Voici l'objectif qui a poussé l'écrivain Joël Nguessan à coucher son encre sur 218 pages entre mars et juin 2020. Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils vient de paraître chez Gad Éditions dans la collection Des voix de mémoire. 7 chapitres soutenus par des chiffres et des illustrations. Le livre est préfacé par l'ancien Premier ministre Charles Konambani, à qui l'auteur emprunte l'expression « le petit soldat invisible du monde » parlant de la Covid. Une pandémie qui déconstruit nos certitudes et invite à faire preuve d'humilité. Qu'on arrête de dire qu'on est les plus forts militairement, les plus forts en termes de santé, qu'on arrête de dire qu'on est les plus forts en termes de religion, qu'on est les plus forts en ceci. Non, non, non. Le virus est venu nous montrer que nos certitudes d'hier sont devenues des incertitudes. Même si on est président de la République, même si on est chercheur, même si on est grand scientifique, même si on est le plus grand devin du monde, on doit devenir tous, même si on est des grands hommes de Dieu, on doit devenir tous humbles. Fermeture des frontières, course au vaccin, tâtonnement dans les décisions politiques, réduction au strict minimum des rapports sociaux et le lot de controverses. Bref, le coronavirus aura imposé un nouvel ordre mondial face auquel l'auteur exhorte à une autre humanité. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, attribue son 10e Grand Prix à l'ONG Soleil Levant de Bondoukou. L'organisation est spécialisée sur les questions de sensibilisation contre la maltraitance des enfants. 15 ONG concouraient pour ce prix dont le thème était « Contribution à la protection de l'enfance en danger en Côte d'Ivoire ». Le point de Franck Quadio. Alors, le lauréat est... L'ONG Soleil Levant est le Grand Prix ASCAD 2020. Cette organisation qui œuvre en faveur des droits et de la sensibilisation contre la maltraitance des enfants a été choisie pour la 10e édition de son Grand Prix par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Nous avons eu, avec l'appui d'un partenaire, à initier une action très forte, à mener le préfet de région à prendre un arrêté interdisant les règlements à l'amiable quand il s'agit de la violence faite aux enfants. Et cela a vraiment mérité puisque nous avons documenté notre approche. Le thème cette année était la contribution à la protection de l'enfance en danger en Côte d'Ivoire. Les enfants ne doivent pas être maltraités ou réduits à des sujets passifs nécessitant une protection particulière parce qu'en danger, ils doivent eux aussi être en mesure de participer à la construction de la société. Ils étaient une quinzaine d'organisations en lice retenues sur les critères de l'originalité, de l'impact et de la durabilité des travaux. Leur action est saluée dans sa globalité. N'empêche, l'occasion est belle pour les enfants, les concernés, de faire un plaidoyer. Je me suis réveillée
avec une grande espérance de voir les choses bouger. Toutes les actions, aussi petites soient-elles, peuvent créer des impacts importants dans la réalisation de cette vision. La marraine est d'ailleurs leur premier interlocuteur auprès du gouvernement. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant n'a pas manqué de relever les avancées depuis 2014 où a été élaborée la politique nationale de protection de l'enfant qui, entre autres, a consacré le renforcement de plusieurs programmes. De la petite enfance à celle de la scolarisation, de nombreux enfants subissent les fâcheuses conséquences de l'irresponsabilité, oui, et de la négligence des parents pour être livrés à eux-mêmes et à toutes sortes de dangers. Les efforts déployés par le gouvernement ne doivent pas occulter la réalité. À la lumière de l'ampleur prise par les dites formes de violence et au vu de leur récurrence, il est admis que l'enfance est en danger. Dès lors, vous êtes fondé, en votre qualité de membre d'une institution hautement scientifique, à retenir comme centre d'intérêt de vos réflexions une thématique qui constitue une exhortation aux chercheurs afin qu'ils puissent contribuer à trouver des solutions viables à ce problème éminemment sociétal. Prévu se tenir le 23 juillet dernier, cette cérémonie d'attribution du Grand Prix ASCAD 2020 a finalement eu lieu le 30 décembre 2020. Les ONG Kavokiva, Cœur d'amour et Dignité et Droits pour les enfants ont obtenu les deuxième et premier prix d'encouragement. Une action pour renforcer l'autonomisation de la femme. Ici, dans la région du Poro, les femmes de Lokoli ont été dotées d'une unité de production de karité d'une valeur de 68 millions de francs CFA. Ce don facilitera le processus de production de beurre de karité. Siekwasi et Jean-Marc Djadji. Cette unité de production est un don de Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, Alassane Ouattara. Avec ces machines, les femmes de Lokoli pourront produire du beurre de grande qualité capable de résister aux aléas du marché national et international. Une politique qui cadre bien avec l'ambition du président de la République, celle de faire de la femme rurale l'épine dorsale du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Il y a un maillon qu'il faut qu'on comble, celui de la grande industrie, celui de la petite industrie et celui de la moyenne industrie. Mais à côté de cela, il faut qu'il y ait des unités à la base et qui permettent aux localités, dans leur lieu de production, de pouvoir générer des ressources et faire de la plus-value. C'est dans l'union et la cohésion des fils et des filles du département de Simatchani qu'on peut faire plus. Une femme qui s'enrichit, c'est une famille qui s'enrichit. Monsieur le directeur de cabinet, vous voudrez transmettre à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, notre infinie reconnaissance. La visite de l'unité a permis aux femmes de faire montre de leur savoir-faire à travers l'exposition des produits finis. Au nom de ses sœurs, la présidente des productrices de beurre de karité de Lokoli a salué le don de soi du directeur de cabinet et fait la promesse d'en faire bon usage. Avant, si tu veux faire beurre de karité, tu frappes avec les mains. Dans ça, tu as tombé, fait malade. C'était trop difficile. Maintenant là, on fait avec nos machines, ça va. On peut saluer le ministre Fidel Sarasoro. Après la remise de l'unité de production, un autre défi attend le directeur de cabinet du président de la République, la certification du beurre de karité Médine Lokoli. Des auditeurs de l'administration ivoirienne renforcent leurs capacités. Ils reçoivent depuis ce jour une formation sur le contrôle et l'audit dans les ministères, suivant ces explications de Jean-Louis Gbangbo. 10 jours de formation pour ces acteurs de contrôle, inspecteurs généraux de ministères et managers propriétaires des risques pour maîtriser les concepts, la méthodologie ainsi que le dispositif d'audit dans les ministères. Cette formation rentre dans le cadre du projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF. Il s'agit d'amener les équipes des 5 ministères concernés à appréhender la finalité d'une mission d'assurance et son influence sur les objectifs de l'audit, identifier les objectifs et le périmètre de cette mission d'assurance,
décrire la typologie des missions d'assurance et les différentes sources d'informations à la disposition de l'auditeur interne lors d'une mission d'assurance. Issus de 5 ministères, ces auditeurs devront permettre à l'administration ivoirienne, à travers cette formation, de renforcer le contrôle et l'audit interne. La principale chose qui nous vient à l'esprit, c'est de bien exécuter nos audits. Pour pouvoir le faire, il y a des préalables, il y a des prérequis. Et ces prérequis sont en train d'être mis en place. Le PAGEF qui pilote cette formation est un projet d'appui institutionnel au gouvernement d'un montant total de 15,9 milliards de francs CFA financé par la Banque africaine de développement et l'État ivoirien. Il soutient essentiellement la mise en œuvre du schéma directeur des réformes des finances publiques et le suivi et évaluation du plan national de développement PND. En politique, la jeunesse des partis politiques de l'opposition s'interroge sur les crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Des échanges ont eu lieu pour inviter la jeunesse à ne pas se faire manipuler au risque d'être le bouc émissaire des hommes politiques. Ahmed Traoré et Didier Nguessan. Comment éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise sociopolitique? Comment aider la jeunesse ivoirienne à prendre toute sa responsabilité et à ne pas se faire manipuler par la classe politique? Deux questions au cœur des échanges sur la table ronde mise en place par la plateforme des organisations de jeunesse, des partis politiques et de la société civile. À la sortie de cette table ronde, c'est d'inviter d'abord nos aînés politiques à comprendre que ce pays-là a vécu assez de traumatismes. Inviter nos aînés à s'attendre entre eux. Inviter nos aînés à comprendre que la manipulation, l'instrumentalisation sur la scène politique dans notre pays doit prendre fin. Il faut surtout penser comment créer beaucoup d'emplois pour des jeunes. Parce qu'un jeune occupé est une sémence pour la paix. Nous sommes jeunes, nous devons prendre notre responsabilité devant l'histoire. Nous devons nous prendre en charge parce que personne ne viendra faire pour nous ce qui est bon pour nous. Les membres de la société civile venus prendre part à cette rencontre saluent cette démarche. Nous pensons qu'il est vrai qu'à côté du dialogue qui se fait en ce moment entre les acteurs, les animateurs de partis politiques, nous, organisations de la société civile, optons plus pour un dialogue beaucoup plus inclusif et qui prenne en compte toutes les forces sociales. Zadi Djedje et ses alliés de la société civile ont profité de ce rendez-vous pour faire des doléances. Ce sont entre autres la création d'un cadre d'échange permanent entre la jeunesse de l'opposition et celle du parti au pouvoir. Et la jeunesse ivoirienne a été invitée à célébrer la paix dans la commune d'Abobo. C'était à l'occasion de la 10e édition du Festica. Nous en parlons avec Issa Chonoyeo. Rideau sur la 10e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica. Une manifestation qui a tenu toutes ses promesses au complexe sportif. Plus de 10 000 festivaliers ont communié avec plusieurs artistes de renom pendant 3 jours. Ce festival, depuis 10 ans, rythme la vie des populations chaque fin d'année à Abobo. Occasion pour le commissaire général, la manifestation. Kunta Mader, producteur à la RTI, et les populations de témoigner leur gratitude au premier magistrat de la commune pour son soutien. Donc il était question pour nous de permettre à notre population de terminer l'année en beauté en ayant beaucoup d'espoir dans la nouvelle année. Et je remercie d'ailleurs les autorités de la commune d'Abobo, avec à leur tête le Premier ministre, le maire d'Abobo, M. Ahmed Bakayoko, qui m'a aidé. Intervenant au nom du maire, Ahmed Bakayoko, le 3e adjoint au maire, Kone Siaka, assure du soutien de la municipalité pour les années à venir. Le Festica est un festival qui est venu au sortir de la crise donner une bonne image à la commune d'Abobo. Donc le Festica est venu pour faire la promotion de la culture et apporter la joie, apporter l'amour, apporter la cohésion sociale dans la commune. Après le Festica 2020, le regard des organisateurs est tourné vers l'édition 2021 pour une communion totale avec les populations d'Abobo.
Information à présent, une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est depuis ce lundi à Bamako, au Mali. Le premier objet de cette mission, c'est la situation politique locale. La délégation rencontrera les autorités de la transition et de la classe politique. Et pour un retour des civils au pouvoir, la mission effectuera des rencontres avec les acteurs chargés de l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues l'année prochaine. Actualité aux États-Unis, les démocrates ont engagé ce lundi à la Chambre des représentants plusieurs procédures visant à obtenir le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche. Ils ont déposé ce lundi un acte d'accusation contre le président sortant américain qu'ils accusent d'avoir incité à la violence. C'est la première étape vers l'ouverture formelle d'une deuxième procédure de destitution. Et cet acte d'accusation pourrait être soumis au vote dès mercredi prochain à la Chambre. Un procès sera ensuite engagé au Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Portez-vous bien.